Bonsoir à toutes et à tous. Le sujet que je vais traiter, c'est Être femme et noble dans les îles syriennes au XIXe siècle, le journal intime d'une zantiote. Un temps à soi. Comment une femme noble vit le temps à Zante au XIXe siècle? Comment peut-elle le raconter, le mesurer et le privatiser? Le temps captivé décrit par Elisabeth Muzan Martinengo est essentiellement un temps à soi. Le temps public et le vécu collectif, sauf quelques références à la vie familiale, sont presque totalement absents à deux exceptions. La description d'un grand tremblement de terre qui a profondément secoué Zante en 17 décembre 1820, suivi d'une tempête qui a même failli annuler la litanie du saint patron de l'île, Saint-Denis, séisme répété en 25 décembre qui lui inspira une très grande peur, ainsi que le déclenchement de la révolution de 1821 qui lui éveilla ses sentiments patriotiques. Un éco-document par excellence. La périodisation de ces documents varie, même s'ils sont des journaux. Souvent, l'émotion personnelle offre des raisons d'écrire. On écrit des souvenirs ou des expériences qu'on veut fixer, contribuant ainsi au travail de mémoire, ou s'adressant par le biais d'un dialogue fictif avec elle-même ou avec un interlocuteur invisible à un futur lecteur, comme c'est le cas d'Elisabeth. Enfin, le temps de l'écriture ne correspond pas toujours à celui de la vie. L'une des marques de nombreux textes féminins du fort intérieur est le regard vers l'avenir dans une perspective pédagogique. Or, l'autobiographie d'Elisabeth Muzan Martinengo constitue un égo-document par excellence, car son auteur ne fait que mettre en évidence sa vie intérieure, son désir ardent pour la connaissance et la lecture, son attachement enfin presque maternel à ses écrits. Néanmoins, son texte, si c'est une prise de conscience intellectuelle, ce n'est pas moins et à plusieurs égards une forte prise de conscience féminine. Elle contient tous les éléments de base, les osmoses thématiques de ce qu'on appelait pacte autobiographique selon Philippe Lejeune, en ce qui concerne l'introspection rétrospective, ou encore écriture féminine en ce qui concerne le caractère égotiste et la concentration sur la conquête de l'identité. Une conscience éclairée. Εγώ μισώ, βδελίτω με, ονειδίζω όλα τα βαρβαρικά, τα τυραννικά πράγματα. Μήτε φοβούμε εκείνους όπου τα αγαπούν και τα διαφεντεύουν. Η ελευθερία δε, μάλιστα και τα γράμματα, δίδουν στον άνθρωπο μεγάλη ευθορμία, μήτε τον αφήνουν να σύρνεται ως αν ζώων από τη γνώμη των άλλων. Moi, j'abhorre, je condamne toutes les choses barbares et tyranniques, et je ne redoute point ceux qui les aiment et les défendent. La liberté, et bien davantage l'éducation, donne à l'homme une grande audace et elle ne le laisse pas se soumettre à l'opinion des autres comme un animal. Elisabeth Muzan Martinengo, née à Zante le 2 octobre 1809, elle est morte le 6 ou le 9 novembre 1832 à Zante, toujours. Elle est la seconde fille de François Muzan et d'Angélique Nessiguro et provient de deux familles de souche anciennes et nobles. D'origine espagnole, la famille de Muzan, Muza ou Muza, apparaît dans le Livre d'Oro, dès 1633. Son autobiographie, demeurée sous forme manuscrite, est publiée par son fils Elisavetios en 1881, constitue le premier texte féminin écrit à la première personne en langue grecque. Parmi les approches récentes, l'étude la plus complète et la plus pénétrante est celle de Vangelis Athanasopoulos qui précède l'édition du texte Elisabeth Muzan Martinengo Autobiographia.
édition Okeanida, Athènes 1997. Nous devons au soin du fils unique de l'auteur, un poète mineur, la première édition posthume de l'œuvre, publiée sous le titre Ma mère, autobiographie de Madame Elisabeth Mojan Martinengo, éditée par son fils Elisabethius Martinengos, suivi de quelques poèmes divers de celui-ci. Ημίτρη μου, αυτοβιογραφία της κυρίας Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, εκδιδομένη υπό του ιού αυτής Ελισαβετίου Μαρτινέγκου, με τα διαφόρων αυτού ποιήσεων. Αθήνα, 1881. Athènes, 1881. Plusieurs rééditions du texte ont suivi par Kostas Porphyris en 1956, une seconde édition en 1983 par Phédon Bouboulidis, Athènes 1965, et celle que je mentionnais auparavant par Vangelis Athanasopoulos, Athènes 1997. Il existe également une traduction anglaise avec étude introductive par Helen Landrinou Collias, My Story, Athens, Georgia, 1889. En 1987, nous avons une adaptation télévisée en six épisodes diffusée à la chaîne RT2, à la chaîne nationale, disons, publique. En 1989, nous avons eu la première représentation théâtrale de son unique pièce, Sauvegardez l'avare, au Philarios par la troupe Athénaïkos Théâtre, mise en scène de Yorgos Grammatikos. En 2008, une adaptation théâtrale fut publiée par Evi Theodoridou, Elisabeth Desante, de l'autobiographie d'Elisabeth Moutζάν Martinengo, adaptation théâtrale. Η Ελισάβετ Ισάκηδος από την αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Moutζάν Martinengo, θεατρική διασκευή. Édité par Zozoni, 2008, comme je dis. C'est à travers ce texte, d'une spontanéité très émouvante et considérée par Constantin Dimaras comme d'une qualité littéraire exceptionnelle, qui se range parmi les ornements les plus purs de la littérature grecque moderne, ένα από τα πιο αγνά στολίσματα της νέας μας λογοτεχνίας, que nous pouvons saisir le caractère presque spasmodique, a interrompu à maintes reprises de son éducation les possibilités d'information culturelle d'Élisabeth par le biais notamment de la bibliothèque paternelle ainsi que les étapes progressives de son évolution spirituelle. L'autobiographie d'Élisabeth, teintée d'un sentimentalisme épars ainsi que d'une religiosité profonde, reproduisant les stéréotypes des rites orthodoxes, s'appuie notamment sur quelques-unes des notions fondamentales du mouvement des Lumières, c'est-à-dire le dépassement des passions humaines par la raison, la recherche de la vertu, la défense des droits de l'homme et ceux de la liberté nationale, la foi en la force motrice de l'enseignement, ainsi que dans les profits apportés par l'éducation à la société, la fusion de la littérature avec la philosophie et les sciences, enfin le sentiment de contemplation de la nature. Un appel féministe. Mais avant tout, nous avons la formulation ferme d'un message prématuré d'émancipation féminine de cette jeune autodidacte presque emprisonnée chez elle par les préjugés sociaux qui lui défendaient de se montrer en dehors de sa famille. Paschalis Kytromilides avait souligné que le texte d'Elisabeth Moutζάν Martinengo est justement considéré comme le prédécesseur de la pensée féministe grecque. Pour conclure, avec tout le pathos qui surgit de la conscience de cette découverte de soi, elle a formulé pour la première fois et avec une énergie restée sans égale dans la culture grecque la revendication de l'humanité au féminin. L'émergence du moi. Chez nous, écrit Elisabeth, il y avait et il y a toujours cette coutume ancienne, barbare contre nature et inhumaine, qui exige que les femmes se mettent à l'écart de la société humaine.
Το σπίτι μας είχε, καθώς και ακόμη έχει, εκείνο το παλαιόν βάρβαρον και αφύσικον και απάνθρωπον ήθος, όπου θέλει τις γυναίκες ξεχωρισμένες από την ανθρώπινη εταιρεία. Ce cri de dénonciation traverse à maintes reprises le récit d'Élisabeth, qui nous offre bien des points de réflexion, car il contient tous les éléments de base, les osmoses thématiques de ce qu'on a appelé, comme nous l'avons déjà mentionné, pacte autobiographique concernant l'introspection rétrospective ou encore écriture féminine concernant le caractère égotiste et la concentration sur la conquête de l'identité. Récit de son enfance et de sa première jeunesse, désir ardent pour la formation d'une identité à travers son bagage intellectuel, cet élément demeurant le plus présent et le plus stable dans tous les textes, de concert avec l'expression constante du quotidien. Elisabeth mène une vie essentiellement introvertie, consacrée en apparence aux petits travaux ménagers et, si possible, toutes les fois qu'elle s'échappe, consacrée à la lecture, à sa vie intellectuelle, grammatiki ou grammatismeni, Zoé, comme elle dit, une vie austère et monotone qui se déroule dans les ténèbres de la maison paternelle. La maison de Moudjan se trouvait près de la place Saint-Paul des Antes, à la région, au quartier, c'est-à-dire Tsarouharei. En comparant le charme de la maison de campagne, car sa famille avait des terres avec maison-église à proximité de la ville des Antes, à l'emplacement appelé Floca Gaetaniu, ainsi qu'une grande propriété au village de Pigadakia, à une distance de 15 km de la ville. Alors, en y comparant le charme de la campagne, où elle pouvait se promener librement, contempler le ciel, les vignobles, les arbres de la plaine, sentir le zéphyr, écouter le violon d'un paysan, échanger enfin quelques mots avec les jeunes villageoises, elle constate combien la maison de ville est toute sombre, une maison toute sombre, puiton yemato scutavi. Et le divertissement de la sortie à la campagne pendant ce séjour. Deux niveaux de vie s'entrecroisent et s'opposent constamment chez elle. D'une part, la vie intérieure, d'une intensité et d'une richesse inouïe, dont les effets s'extériorisent souvent par des indispositions, des états fiévreux, des névroses, d'une jeune fille insatisfaite, pourrait-on dire, lorsque la marche de sa connaissance de soi, à savoir son évolution spirituelle, est menacée. Et d'autre part, sa vie quotidienne, avec les préoccupations routinières et les interdictions dans lesquelles s'inscrit la vie d'une jeune fille de son milieu. Le temps personnel est prépondérant. Elle ne se soucie guère de transférer dans son récit, comme ceci arrive souvent dans ce que nous appelons écriture féminine, les grands événements historiques dont elle reçoit sans doute les échos. Les premières décennies du XIXe siècle sont particulièrement tourmentées pour les Sétiles qui passent à tour de rôle de domination en domination, fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire de la domination vénitienne qui a duré pendant des siècles, avènement des Français républicains puis impériaux, courte présence des Russo turcs, établissement enfin du protectorat anglais. D'ailleurs, il a déjà été souligné par d'autres chercheurs qu'en dehors d'une description assez détaillée d'un terrible séisme survenu, comme nous l'avons déjà mentionné, en décembre 1820, le 17 et le 25 du mois, qui a terrifié Zante en provoquant de très grands dégâts, et d'une seule référence au déclenchement de la Révolution de 1821, aucun événement social mémorable n'a été enregistré par l'auteur. Les voix de sa vie. Dans son autobiographie, les voix féminines, la grand-mère plus autoritaire qui, elle, gouverne la maison, la mère effacée, la sœur cadette, Marie, décrite avec affection et tendresse, la cousine Angélique, l'amie de sa mère Chrysoula, qu'elle chérissait, morte toutes deux prématurément, les amis de la maison, ainsi que les femmes du bas peuple,
soumises toutes à leur destin de femmes, le plus souvent malheureuses et déçues, et les voix masculines. Les pères d'un grand prestige social, personnalité conservatrice et autoritaire, qui provoqua chez sa fille des sentiments mixtes allant de l'affection et du respect à l'expression de son aversion, de sa colère et de son antipathie, qui glisse progressivement au cours du récit dans un état de mélancolie, les frères distants qui s'adressent rarement aux femmes, l'oncle, les maîtres successifs, Georgios Tsoukalas, Theodosius Dimadis, Vassilios Romanzas, ces derniers jouant certes un rôle bienveillant, son fils enfin, qui sera le censeur ultime de ces actes, étant le censeur posthume pour des raisons de bienséance de ses mémoires, tous prononçant le langage hégémonique dû à leur sexe, s'opposent perpétuellement tant à un niveau réel qu'à un niveau symbolique. Selon le premier historien et philologue qui ont revalorisé les textes d'Élisabeth en plein XXe siècle, à savoir Dinos Konomos, Kostis Porphyris, Phédon Bouboulidis, ce dernier s'avère plus sceptique face au canevas anecdotique de l'amour interdit. Il se peut que les pages censurées cachent l'histoire d'un amour fugitif entre la jeune fille et un homme du peuple, ainsi que certaines flèches critiques contre les membres de sa famille. L'écrivaine Didos Sotiriou donne une image fictive de l'affaire sentimentale d'Élisabeth dans son roman d'apprentissage Les Visiteurs et Episkeftes, première édition en 1979, dans le chapitre Le Palicard des fleurs, le jeune homme du peuple Popularos qui a secoué l'âme d'Élise. Le moi et le corps. Le corps, objet chéri par excellence par les théoriciennes de l'écriture féminine, en particulier par Hélène Cixous, joue dans le récit un rôle latent mais très important. Il s'agit d'un corps captif dont les robes longues de l'esclavage féminin, ta makra foremata des gynekiyas sklavias. Cette constatation devient plus capitale si nous l'interprétons dans son contexte sémantique précis, qui est le suivant. Élisabeth apprend le déclenchement de la révolution grecque de 1821 et, exprimant son ardeur patriotique, s'indigne face à son impuissance féminine. J'ai ressenti de tout mon cœur le désir de pouvoir prendre les armes. J'ai ressenti de tout mon cœur le désir de pouvoir accourir pour aider les hommes qui, ainsi qu'il en ressortait, ne combattaient que par amour de la foi chrétienne et de la liberté, dont le bon usage engendre d'habitude l'immortalité, la gloire et le bonheur des peuples. J'ai eu ce désir ardent, c'est moi qui souligne, comme je l'ai dit, mais je regardais le mur de la maison dans lequel on me tenait enfermée. Je regardais les robes longues de l'esclavage féminin et je me suis rappelé que je suis femme et en plus une femme antiote et j'ai soupiré. Mais je n'ai pas manqué de prier le ciel de les aider à en sortir vainqueur, pour qu'il me soit donné de cette façon, à moi aussi, l'infortuné, de voir la Grèce regagner sa liberté et qu'avec elle, qu'elle rentre le muse pudique chassés depuis si longtemps de leur foyer par la tyrannie des Turcs. Εγώ στα λόγια του άκουσα το αίμα μου να ζεσταίνει. Επεθύμησα από καρδίας να ήθελε ή μπορώ να ζω στο άρματα. Επεθύμησα από καρδίας να ήθελε ή μπορώ να τρέξω για να δώσω βοήθεια στους ανθρώπους όπου διάλο, καθώς εφαίνεται, δεν επολεμούσαν παρά δια θρησκείαν και δια πατρίδα και δια εκείνην την ποθητήν ελευθερίαν. Επεθύμησα, είπα από καρδίας, αλλά κοίταξα τους τοίχους του σπιτιού όπου με κρατούσαν κλεισμένη, κοίταξα τα μακρά φορέματα της γυναικείας σκλαβίας και θυμήθηκα πως είμαι γυναίκα και περιπλέον γυναίκα ζακυνθία και αναστέναξα. Vangelis Athanasopoulos mentionne fort à propos que l'image de Muzan, à savoir l'image d'une jeune fille contemplée par elle-même devant un miroir, ne figure pas
dans l'autobiographie. Sa physionomie, sa corporalité ne s'esquisse pas du tout dans ses écrits. L'on peut ajouter que toute allusion à son aspect extérieur est absente. Il n'existe d'ailleurs qu'un seul portrait d'elle, appartenant aujourd'hui à la collection du musée des Antiotes illustres, M. Epiphanon Zakifil, que nous devons au peintre panésien Nikolaos Kandounis. Une copie est en possession de la Pinacothèque nationale. La peinture représente avec des couleurs sombres, plutôt sombres, une jeune femme retenue et pensive d'un certain âge déjà, car probablement le portrait a été peint pendant la courte période de sa vie conjugale ou peu avant. Et voilà, nous avons cette peinture, huile sur toile, vers 1832. Certes, à mon avis, si la corporalité ne se représente pas dans ses écrits de manière directe comme une autodécouverte, un signe d'effervescence juvénile ou d'émotion sensuelle, elle tient une place importante indirectement, car le lecteur ressent à plusieurs reprises, à travers les propos décents et modérés d'une jeune fille timide et réservée, combien son corps, de pair avec son âme, a été frustré des plaisirs de la vie le plus innocent et le plus anodin, telle une sortie, une promenade ou encore une conversation amicale. Il s'agit bel et bien d'un corps esclave, enfermé dans les quatre murs d'une demeure noble mais austère, sans joie, triste, à cause de deuil simultané de la famille et de la maladie du père. Corps souffrant visiblement par des indispositions, des maladies fiévreuses, chaque fois que la volonté paternelle s'oppose au désir d'escapade de la jeune fille vers le savoir, équivalent de la liberté, surtout à son désir romanesque de s'enfermer dans un couvent, endroit idéalisé par elle et conçu comme un lieu de repos intellectuel. Élisabeth a conscience non seulement de l'impuissance sociale de son sexe, mais encore de sa spécificité. Nous, les pauvres femmes, écrit-elle, sommes faites de la nature plus sensible, ayant été condamnées à être sujettes au pouvoir de nos pères, plus que le sont les hommes. Εμείς οι μαύρες γυναίκες, όντας γενναμένες από την φύση πλέον αισθητικές, όντας καταδικασμένες από την συνήθεια να είμεθα πλέον υποκείμενες εις τους πατέρας από ότι είναι οι άντρες, γρικούμεν την πατρική αγάπη περισσότερον και περισσότερον φροντίζομεν να δειχτόμαστε στους πατέρας υποτεταγμένες. Nonobstant sa propre sensibilité prend maintes formes d'expression. Son cœur souvent déborde de douces et tendres passions, parfois s'afflige, c'est elle qui écrit ça, parfois s'afflige, tombe dans un état d'inertie, d'apathie mélancolique. Elle se met en deuil et verse de chaudes larmes à l'annonce de la mort subite de sa cousine Angélique. Car si son raisonnement libéral a franchi des préjugés de son milieu, de son sexe, son acharnement même vers la conquête du savoir sont issus de l'esprit des Lumières, son psychisme demeure essentiellement romantique, ainsi que dans un certain sens son attachement au plaisir de la campagne et à la contemplation de la nature. Corps et âme vont enfin se sacrifier à une vie conjugale pour laquelle l'auteur déclare de bonne heure qu'elle n'a aucune vocation, car dès le début de son écrit, elle avoue que le mariage lui paraît de plus en plus fade, faisant allusion à des proches qui subissent en mariage décevants et malheureux. Moi, bien que restant toujours enfermée à la maison, des quelques personnes que je pouvais voir, je n'entendais raconter que des souffrances et des maux, et tout cela concernant les femmes mariées. De plus, une de mes cousines germaines et une autre petite cousine, toutes deux filles pleines de sagesse, de beauté, de gentillesse et bien dotées, ont été mariées et mènent la vie la plus affreuse qu'une femme puisse vivre dans le monde, dans ce monde. Η Πανδρία άρχισε να μου ανοστίζει.
Εγώ αγκαλάκι πάντοτε στο σπίτι κλεισμένη, από εκείνα τα ολίγα υποκείμενα τα οποία μπορούσα να ειδώ, αγρικούσα να λέγουν βάσανα και πάθη και όλα δια τα συμπαντρευμένες. Προς τούτης μία εξαδέλφη μου πρώτη και μία δεύτερη, κοράσια με φρονιμάδα, με ευμορφίαν, με ευγένειαν και με καλών πρικιών, υπαντρεύθηκαν και περνούσαν την πλέον χειρότερη ζωή, όπου μπορεί να περάσει η γυναίκα στον κόσμο. Le mariage ou la mort. Renoncement mon désir de me retirer au couvent puisque mes parents ne l'ont pas voulu. Refus du mariage puisque c'était moi qui ne le voulais pas. Je devais donc rester pour toujours à la maison. Rester pour toujours à la maison. Ah, que cette pensée me faisait peur. Je voyais fort bien que cette maison allait décidément me procurer une mort affreuse et rapide. Jour et nuit enfermée, sans pouvoir aller ni à l'église, ni à la promenade, sans avoir le moindre plaisir, le moindre divertissement, sans avoir désormais aucun espoir de changer ma vie, sans entendre d'autres discours que celui de mon père, car mon frère et mon oncle ne s'adressaient que rarement, voire pas du tout à nous les femmes, qui ne faisait autre chose, le père, c'est-à-dire que dire les paroles les plus malheureuses et les plus mélancoliques que jamais prononcées. Tout cela provoquait en moi une énorme tristesse, un très grand embarras. Ces mots devaient décidément me conduire très vite au tombeau. Quoi donc, je me disais, dois-je mourir et mourir sans avoir fait aucun bien, sans avoir accompli le but pour lequel Dieu envoie l'homme sur terre? Malheureuse Élise, où est maintenant cette vie si heureuse et vertueuse à laquelle tu rêvais avec les yeux de ton âme? Et vous, mes pauvres ouvrages, que j'aimais tant et dont je voulais le bien, comme une mère affectueuse, les désirs pour ses enfants. Ici enfermés, vous allez rassasier le ventre des vers, si encore un beau jour, mon frère, ne vous enlève du coffre pour vous confier aux serviteurs qui vous déchireront et feront servir vos membres pour le besoin du fourneau. Όχι να υπάω να ησυχάσω, γιατί δεν ήθελησαν οι συγγενείς μου, elle se réfère évidemment à son désir d'aller au couvent, όχι να υπαντρευθώ, διότι εγώ δεν ήθελα, έπρεπε λοιπόν να μείνω διαπαντός στο σπίτι. Διαπαντός στο σπίτι, τούτος ο στοχασμός με έκανε να τρομάξω. Εγώ έβλεπα καλά πως τούτο το σπίτι εξ αποφάσεως ήθελε με προξενήσει γλίγορον και κακών θάνατον. Μέρα και νύχτα κλεισμένη, χωρίς να δύναμη να πηγαίνω, μήτε εις εκκλησίαν, μήτε εις περιδιάβαση, χωρίς να έχω την παραμικράν ξεφάντωση, χωρίς να έχω πλέον ελπίδα δι' να αλλάξω ζωή. Τι λοιπόν έλεγα στον εαυτό μου, έχω να αποθάνω χωρίς να κάνω καλόν, χωρίς να εκπληρώσω εκείνο το τέλος δια το οποίο βάνει ο Θεός των άνθρωπων στον κόσμο? Δυστυχισμένη Ελίζα, που είναι τώρα εκείνη η ευτυχέστατη και ενάρετη ζωή, την οποία πήγαινες προφθάνοντας με του νόσου τα μάτια, και εσείς μαύρα μου συγγράμματα, που σας αγαπούσα και ήθελα το καλό σας, ό,τι λογείς μια αγαπητή μητέρα, το θέλει στα τέκνα της. Έχετε κλεισμένα εδώ μέσα, που σας έχω να χορτάσετε την κοιλία των Σαράκων, ή έχει κανένα καιρό ο αδελφός μου να σας ευγάλει και να σας δώσει στους δούλους του, για να σας ξεσχίσουν και να μεταχειρίζονται τα μέλη σας εις τα χρίας του μαγειρίου. Nous sommes en 1826. Le temps et le destin sont implacables. Elisabeth Touchant a 27 ans, afin de sauvegarder intacte sa vie réelle et sa liberté d'expression, prend la décision hasardeuse de quitter clandestinement sa maison dans la nuit pour passer en Italie et se réfugier dans un couvent. Le fragment de son évasion et de son retour presque immédiat chez elle constitue une partie fort émouvante. Franchissant le palier, une fois dans les rues, Elisabeth, qui depuis 4 ans n'était pas sortie de chez elle, à l'exception d'une ou 2 fois où elle est allée recevoir la communion dans le noir, dans une église voisine, est complètement perdue, incapable de se débrouiller.
Terrifiée, elle devient même l'objet de ricanements des femmes du peuple qui l'ont croisée. Rentrée chez elle, en hâte, son escapade passée inaperçue, terriblement affligée, elle se met à raisonner. Dans toute l'Europe, les femmes sont libres et la coutume barbare des Antes qui tient les jeunes filles enfermées chez elles est haïssable pour tout le monde. C'est pourquoi je croyais avec justesse que Venise, autant que les autres pays, allait reconnaître avec compassion mes droits. En grec, «Εις όλην την Ευρώπην είναι ελευθερία εις τις γυναίκες και το βάρβαρο ήθος της Ακίνθου, όπου βαστάτες κοπέλες κλεισμένες είναι από όλους μισητών. Όθεν εγώ με δίκαιον ενόμιζα πως και η Βενετία και όλες οι άλλες χώρες ήθελε γρικήσουν με σπλάχνος τα δικαιώματά μου. Elle fait encore une fois des projets pour se réfugier à Venise. Elle imagine qu'elle pourrait entrer éventuellement dans un couvent catholique assez tolérant pour lui permettre de suivre aussi les rites orthodoxes. Ensuite, elle établit le plan de sa vie intellectuelle, exprimant le désir d'apprendre la versification, la musique et la peinture. Renouvellement de sa demande d'approbation de la part de ses parents, ce qui apportera un nouveau refus, un nouvel échec. Le mariage, enfin. Le mariage constitue pour elle la barrière qui va diviser sa vie en deux parties. Elle consacre les dernières pages à la description détaillée de longues négociations ayant comme objet la dot qui aboutissent à la signature du contrat de mariage et au consentement d'unir sa vie avec celle de Nicolaus Martinengo qui a passé la quarantaine et bien fait de souche noble, modéré dans son comportement et vertueux, mais avare, selon ce qui se dit dans le monde. Une personne qu'elle n'a jamais vue, un étranger qui lui est apparemment indifférent. Nous suivons son passage de l'état d'hostilité initiale à l'idée d'unir sa vie à celle d'un homme aussi avare, à l'expression d'un consentement ultérieur assez optimiste, à une certaine satisfaction quand l'affaire sera enfin terminée et conclue. À la veille de ce noces, date à laquelle elle trace les dernières lignes de l'histoire de sa vie de jeune fille, elle avoue avec un calme stoïque qu'elle entre dans cette union sans joie, mais tranquille et impassible. Si j'ai la chance de vivre, aujourd'hui, le 26 juin 1831, je termine la première partie de mon histoire. L'autre partie, je vais l'écrire au temps de ma vieillesse, si j'arrive à la vieillesse, dans laquelle je vais faire connaître si cet homme que je prends pour mari est en vérité autant vertueux que le monde le dit. Il est remarquable qu'elle renonce d'elle-même à son journal. Si son état de femme mariée était désormais incompatible avec son travail intellectuel. Il est remarquable qu'elle se résigne paisiblement à cette perspective, elle qui a lutté auparavant si obstinément pour son éducation et la liberté de s'adonner à ses lectures et à ses écrits. Cependant, son dilemme de jeune fille va être vite résolu à son insu de manière tragique puisque le fil de sa vie va être subitement coupé en 1832, 16 jours après la naissance de son fils. Mariage donc mort, ou mort prématurée à cause du mariage. Voilà les contours de l'histoire d'une vie restée inachevée, en suspension, déterminée de manière forcée par les normes sociales de son temps. Une œuvre fragmentée et non achevée. Le manuscrit autobiographique conservé lors de la mort de son auteur, parmi les autres ouvrages d'Élisabeth, mutilé au cours de sa publication, comme nous avons dit, par son fils, puis disparu mystérieusement à la suite des grands séismes de 1953, constitue, comme nous l'avons vu, une œuvre fragmentaire et non achevée. Le voie du sexe et le voie de l'idéologie se superposent, mais ce n'est pas à titre égal. Car si le temps du moi et le temps du corps jouent
une place plutôt marginale et sous-jacente, quoique fort révélatrice, dans l'ensemble de l'ouvrage. En revanche, le temps de la lecture, de la formation intellectuelle d'Élisabeth, tient une place plus primordiale. Nous, les lecteurs posthumes auxquels s'adresse avec angoisse Élisabeth, nous poursuivons les gradations de son émancipation intellectuelle, assistons à la recherche de son outillage mental, devenant complices de ses angoisses et témoins de ses expériences d'écrivaine autodidacte. Son journal autobiographique est en premier lieu le miroir de ses efforts de formation identitaire et en second lieu l'articulation d'une voix féminine qui revendique de manière emphatique ses droits de citoyenne dans le cadre d'un féminisme libéral. C'est la voix d'une femme qui est victime d'un système périmé, comparable au début du XIXe siècle à l'Ancien Régime et au système féodal de la domination vénitienne. Le reflet de l'avare. Ceci ne constitue point un paradoxe. Les similitudes de l'expérience vécue dans la maison de Muzan avec les personnages dramatiques de son avare, sa seule pièce théâtrale sauvegardée, de concert avec les mêmes motifs du père tyran et des personnages féminins totalement effacés et oppressés, en l'occurrence la mère et la fille, décrits dans le basilique d'Antoine Mathesis, 1829-1830, 11 œuvres charnières de la dramaturgie grecque moderne, mettent en évidence l'authenticité de ces cris de dénonciation. Il a été soutenu que Mathesis connaissait l'ambiance qui régnait dans la maison de Muzan et s'en est inspiré pour son basilique. Mentionnons dans ce contexte un incident affreux commis par un ancêtre de Muzan. Il s'est vengé de sa fille qui aimait un jeune homme du peuple comme suit. Il a fait couper la tête du garçon, l'a mise dans une cage d'eau et l'a installée dans la chambre à coucher de sa fille, après quoi la pauvre a perdu son esprit. Grigorios Xenopoulos fait allusion dans sa Stella Violandi, pièce représentée pour la première fois en 1909, qui traite elle aussi d'un amour interdit, à cette cruauté légendaire. L'avare de Muzan Martinengo, appartenant au genre de la comédie sérieuse, esquisse un tableau lucide de quelques spécificités typiquement heptanésiennes et renferme bien des éléments de critique sociale. Dans sa pièce, l'auteur crée une image véridique de la vie domestique zontiote du début du XIXe siècle, tandis que de nombreuses allusions d'un caractère plus général à un renouveau politique marqué par des efforts de modernisation bourgeoise permettent des projections sur les structures sociales heptanésiennes durant cette période de transition du système féodal périmé. L'Europe principale, Sélimos, possède des traits de caractère nocif similaires à ceux de Darius Roncalles, le père de famille qui est le personnage central du basilique de Mathesis. Sélimos est esquissé comme un caractère rude et autoritaire qui impose cruellement son pouvoir aux membres de sa famille. Sa présence étouffe son entourage. Son épouse Melusa, de bonne famille, bien dotée au moment de son mariage, représente la noble Zontiote retirée chez elle, complètement soumise à l'exemple de la mère d'Élisabeth et vivant sous le pouvoir despotique de son mari. À travers la peinture sombre de ce type féminin extrêmement oppressé, sont rassemblés tous les jugements personnels d'Élisabeth à l'égard de la position sociale de la femme zontiote, jugements éparpillés dans son texte autobiographique. Mais Lusa est profondément résignée. Elle se révolte seulement lorsque tout semble tourner au pire. Lorsque son fils unique, Lekos, jeté par son père en prison, menace de se suicider. C'est alors que Melusa décide de rompre son esclavage, d'abandonner sa maison et de se réfugier au couvent. Cette comédie de caractère, dans laquelle l'auteur réhabilite adroitement mains éléments constituant un véritable tableau de mœurs zontiotes de son temps,
contient des germes d'une critique ressentie contre l'ancien mode de vie et son système de valeurs et l'espérance en la création d'une ère nouvelle émancipée des préjugés rétrogrades tant moraux que sociaux. Il est clair que l'unique pièce sauvegardée d'Élisabeth, d'un ensemble de 22 rédigés entre le 1er mars 1820 et le 25 septembre 1825, 14 en italien, 8 pièces en grec, porte le vent rénovateur des Lumières. Vers la construction d'une identité culturelle. Pour revenir à son récit, le lecteur, dont Élisabeth se souciait beaucoup, faisant souvent appel à lui, l'on a l'impression de suivre les étapes d'un cahier d'apprentissage. L'inclination de l'auteur, son penchant très fort pour les lettres y prédomine. Description des étapes successives de son éducation, de ses lectures, de ses premières tentatives de synthèse, enregistrement enfin méthodique de ses œuvres. Néanmoins, les périodes successives d'enseignement de courte durée et de nature plutôt circonstancielle n'acquirent point de caractère systématique. Élisabeth fut quasiment dans les grandes lignes une autodidacte. Elle apprend toute seule l'italien en utilisant l'édition bilingue du livre populaire Fior di Virtù, Anthoscariten, tout comme plus tard le français. Parmi ces lectures, nous pouvons repérer quelques titres. Outre certains ouvrages historiques en italien et en français, auxquels elle fait vaguement allusion, nous retenons le magasin des enfants de Madame le Prince de Beaumont, Apothekiton Pedro, première édition grecque en 1794, l'histoire ancienne Palea Historia de Charles Rollin, transposée en grec par Alexandros Kangellarios en 1750, ainsi qu'un ouvrage de philosophie morale, Ethiki Philosophia, peut-être la traduction de Ludovico Antonio Muratori, publié par Iosifos Misiodas en 1761. Quant aux règles dramatiques, elle avoue avoir lu Giambattista Gravina. Athanasopoulos fut le seul commentateur de son autobiographie, d'autant que je sache, qui révéla les affinités sélectives du tempérament de Muzan avec la forme du dialogue et de la synthèse dramatique en tant qu'un jeu solitaire. Cette prédilection s'esquisse à merveille dans l'ensemble de son œuvre. En dehors de quelques tentatives de traduction du grec ancien à prose, Eschyle, Prométhée enchaîné et les suppliantes, Homère, Odyssée, ces deux essais de l'économie de la poétique et son ode à la passion du Christ, toutes ces autres compositions, rédigées soit en grec, soit en italien, sont dramatiques. Il est remarquable que la jeune écrivaine ait cultivé avec beaucoup de zèle une grande variété de genres dramatiques dont elle discerne elle-même la différenciation typologique. Drame, tragédie, tragédie morale, etc. Son vif intérêt pour les questions de théorie esthétique est démontré par sa tentative de rédiger, comme il a été indiqué, une poétique, œuvre qui devait certainement s'appuyer sur ses lectures réciproques. Pendant 5 ans, 1820-1825, Élisabeth écrivit sans interruption. Il en résulta 22 pièces. Son rythme ralentissait seulement au cours des grandes chaleurs d'été. C'est alors qu'elle s'adonnait à des compositions plus légères, notamment poétiques. Elle avoue que le genre dramatique est un travail qui demande beaucoup de discipline et de concentration. C'est justement ce travail qui semble le mouvoir davantage. Les sujets motifs qu'on retrouve dans sa production avec pertinence, deux titres faisant exception, Bruto Primo et Il Tiranno Punito, conçus tous deux presque simultanément et qui se rattachent à la filière alférienne ou voltairienne, sont en corrélation étroite, toutes les autres pièces avec les revendications de la dramaturgie néoclassique. Le souci moralisant et didactique qui est prépondérant s'harmonise avec les conceptions homologues cultivées par les Lumières européennes, dont on retrouve les répercussions au tournant du siècle chez les adeptes grecs du mouvement. En guise de conclusion, Élisabeth, quoique soumise de force à son destin de jeune fille noble et
et à la rigidité de la société planésienne, encore sujette aux anciens préjugés féodaux, dressa une voix sans figure pour ses contemporains, autant qu'une voix mutilée et ombrageuse pour la postérité. Elle fut redécouverte dans la seconde moitié du XXe siècle grâce au style touchant et audacieux de sa confession, au récit de sa vie si courte et soudainement terminée, mais surtout à la formulation si précoce et tenace dans ses écrits le droit de la femme, ceux de liberté, d'indépendance et d'éducation. Pour Élisabeth, écrire constitue un besoin vital. C'était un acte de révolte et d'auto-expression. Et nous voyons ici Platea Ruga, où se situait la maison de la famille Martinengo, et une autre vue de cette rue. Voilà, et la bibliographie. Alors, je vous remercie de votre attention.